J'ai un message positif et un message négatif pour commencer. Mon message positif, c'est que je suis plein d'admiration pour vous parce qu'à une heure aussi tardive, vous êtes encore capable d'absorber du droit comparé. C'est assez remarquable. J'imagine que c'est votre tempérament lillois qui doit aider à ce genre de capacité d'absorption. Mon message négatif, c'est que je suis le dernier rempart avant le cocktail final. Mais ce message négatif est atténué parce que mon temps de parole et mon discours de 3/4 d'heure soit réduit à 15 minutes. Après 15 minutes, Président, vous faites un bruit inconvenant derrière moi pour dire voilà, selon arrêtez. les horaires des trains, Monsieur le Président. Non, je suis à votre disposition. Alors, je vais fortement réduire ce que je voulais dire. Et non, je ne vais pas entrer dans tous les détails de la médiation en Belgique, mais je voudrais après avoir entendu aujourd'hui ce que vous avez dit, ce que vous avez, vos réflexions, faire quelques réflexions comparées. J'improvise en partie parce que j'adapte mon texte à ce que vous avez dit aujourd'hui. Je vais d'abord faire une remarque, j'aurai 4 points de réflexion. D'abord, une remarque générale sur la médiation et ce qu'elle est devenue dans nos deux pays. Ma seconde sera orientée plus vers le droit belge. Ce seront les fondements même de la médiation en droit belge actuel et particulièrement en droit public. Un troisième point sera consacré à une tentative désespérée de faire la typologie des types de médiation. Et mon quatrième point et dernier sera une réflexion sur les obstacles à la médiation en droit public et sur les perspectives d'avenir de la médiation ou même transaction en droit public. D'abord, une réflexion générale. La médiation est in. Stéphane a fait un plaidoyer vibrant là tout à l'heure pour la médiation et j'ai entendu, vous êtes tous ce qu'on appelle les believers. Tout le monde dans la salle est convaincu que la médiation est une bonne chose. Le nombre de médiations ne suit pas exactement le même trajet. En Belgique, il y a chaque année 1 100 000 décisions judiciaires. Le nombre de médiations est une mini-fraction de ce 1 100 000 décisions judiciaires. Et pourtant, j'entends partout, tout le monde est convaincu que la médiation est une bonne chose. Et cette conviction repose, je pense, sur le fait que nous rêvons tous de prendre le pouvoir. Chaque citoyen, c'est l'empowerment, c'est l'idée qu'on a nous-mêmes notre destin en main et pas un obscur magistrat qui va, c'est des jupitériens, disait-on ce matin, décider de notre sort. Et on veut nous-mêmes décider nous-mêmes. C'est un réflexe qui est très puissant et qui ont le corollaire est d'ailleurs la perte de prestige des magistrats. On voit d'ailleurs partout dans tous les pays que les magistrats sont à peine plus populaires que les journalistes. C'est un phénomène singulier parce que dans d'autres pays, vous ne trouvez pas la même chose. Vous trouvez en Afrique, par exemple, une dimension pas du tout centrée sur l'individu, sur sa prise de pouvoir par l'individu, mais au contraire une dimension sociale beaucoup plus forte. J'ai un peu pratiqué la médiation au Congo et c'était une autre dimension, avec une dimension au contraire d'axer le citoyen sur la collectivité et pas de lui donner des droits par rapport à l'administration dont on a décrit aujourd'hui plusieurs fois le caractère parfois inhumain, parfois bureaucratique, non compréhensif de nos besoins. Mais donc c'est cela l'esprit d'ailleurs de la directive européenne 2008-52. Le processus, on a décrit plusieurs fois la définition, c'est quelque chose qui est vraiment orienté vers le pouvoir donné aux citoyens, de pouvoir, avec l'aide d'un neutre, d'un impartial, pouvoir déterminer son propre sort. C'est important, c'est très important parce qu'on voit toute l'utilité et qui heurte, a priori, on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui également, l'idée du droit public, l'idée du droit administratif, avec l'État qui est en relation asymétrique avec ce que nous sommes. L'État, ce n'est pas nous, l'État nous domine. Et dans la médiation,
Au contraire, on voit l'idée de deux parties. On cherche l'intérêt que par les sentiments, les émotions, les intérêts, la recherche d'intérêt, on retrouve quelque chose, mais a priori, c'est extrêmement curieux de voir que la médiation doit quelque part s'instituer dans une relation de droit public et de droit administratif. C'est un problème, cette difficile cohabitation se retrouve essentiellement dans des pays comme la France ou la Belgique, beaucoup plus que dans un pays comme l'Angleterre ou comme les États-Unis, où la notion de droit public et droit privé sont des notions qui apparaissent aberrantes. Allez traduire en anglais la notion de droit public, vous essayerez de dire public policy, les gens ne comprendront pas de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez en Angleterre, la médiation a progressé d'abord et avant tout dans les matières que nous appellerions de droit public, de droit administratif. Donc il y a une autre approche à l'égard de l'autorité. Mais chez nous, nous avons toujours cet État français, cet État belge, tout-puissant par rapport, ou à l'asymétrie du moins, par rapport aux citoyens. C'était ceci comme introduction et comme premier point dans mon exposé de mes 15 minutes. J'arrive au deuxième point, et là je vais quand même vous décrire, faire un peu de droit comparé, du cadre général de la médiation en Belgique. Eh bien, c'est le vôtre, à peu près. Donc, je pourrais me dispenser d'en parler, mais je vais quand même en dire un petit mot. On a également, comme chez vous, la médiation extrajudiciaire, qui se déroule entièrement en dehors de la justice, ou la médiation judiciaire, qui fait la suite d'une décision judiciaire qui ouvre la porte à une médiation. C'est le premier cas. Deuxième exemple, le caractère volontaire. Le caractère volontaire, extrêmement important, on a dit plusieurs fois aujourd'hui que c'est une démarche qu'a priori on ne peut pas imposer. La médiation forcée, je ne parle pas des incitants pour la médiation forcée est quelque chose qui semble totalement aberrant dans l'esprit même de la médiation, où ce sont les parties elles-mêmes qui donnent la solution au litige. Forcer à la médiation est difficile. Et pourtant, on voit dans certains droits, le droit italien, on en a parlé ce matin, la loi de 2014, après beaucoup d'accidents, maintenant, donc, à prendre un certain rythme de croisière, ça ne marche pas si mal que cela. En Belgique, on ne l'impose jamais, mais on impose d'informer en matière familiale, mais sauf dans une matière qui sont les actions collectives, les class actions, mais là c'est vraiment très particulier. En général, la médiation est entièrement volontaire. Confidentialité, tout le monde parle également de quelque chose qui est évident. On a parlé tout le temps aujourd'hui, chaque fois. Or, la confidentialité, il ne faut pas se faire d'illusions, n'est peut-être pas cruciale pour la médiation. Je sais que ça paraît totalement hétérodoxe, mais quand vous voyez en Angleterre, de nouveau en Angleterre, les dernières décisions judiciaires en Angleterre permettent de déroger à la confidentialité in the interest of justice. Ça veut dire qu'il n'y a pas, si le juge dit confidentialité, bien essayé, pas à mon égard, donc vous pouvez surmonter cela. Ce n'est peut-être pas fondamental, moins fondamental certainement que le caractère volontaire, mais en Belgique, la confidentialité est absolue, s'impose non seulement à l'égard du médiateur et des avocats, mais même les parties elles-mêmes sont sous peine de sanction, ne sont pas autorisées à utiliser les éléments de la médiation. Ça va encore un pas plus loin par rapport à la plupart des systèmes législatifs belges. Impartialité du médiateur, bien sûr. Il est capital d'être impartial et d'être neutre. Il ne faut pas pour cela être bisounours, il ne faut pas pour cela être ignorant, au contraire, mais l'impartialité est capitale. Et pour le garantir, et là c'est une distinction, je pense, assez importante par rapport à ce qui se fait dans la plupart d'autres pays européens, une commission fédérale de médiation donne l'agrément aux médiateurs en Belgique. Donc il y a des médiateurs agréés, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais donc il y a à peu près 2000 médiateurs agréés en Belgique
qui sont soumis à une formation et à une formation permanente et au contrôle d'une commission fédérale qui donne les agréments. Voilà, grosso modo, le cadre général. Mais donc, c'est pratiquement le cadre qui existe en France. Concernant le droit public, il y a un problème en Belgique, parce que dans notre code judiciaire, notre code de procédure civile, une disposition de la loi indique que les personnes morales, je cite, de droit public peuvent être parties à une médiation dans le cas prévu par la loi ou par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Donc il y a une sorte d'interdit pour le droit public. C'est très important. C'est une disposition que le ministre actuel de la Justice veut abroger, mais elle existe encore pour l'instant, et donc elle forme un interdit. Mais cet interdit est très mal formulé parce qu'il ne tient pas compte, au fond, il a été écrit en ne réfléchissant pas. Ça a été réfléchi simplement pour dire que l'administration avait peur de se voir impliquée dans les processus de médiation où elle serait tenue de respecter les médiations. Alors que l'idée était horrible, c'était en 2005, que l'administration soit forcée de reconnaître une transaction, un accord pris peut-être par un sous-chef de service, alors que le Premier ministre n'était même pas informé. Ce sont des choses inacceptables. Et donc, une disposition très générale qui a bloqué très fort le développement de la médiation en droit public. Ce sera supprimé, mais peut-être pas tout à fait. Alors, dans quelle voie faut-il s'engager? Bien sûr, supprimer cet interdit pour ce qu'on appellerait le contentieux subjectif, c'est-à-dire pratiquement tout le droit public dont on peut songer, les réparations de dommages, les fournitures à l'État, l'aide sociale, ce sont tous des éléments souvent traités par les tribunaux ordinaires en Belgique, qui sont du contentieux subjectif. Ce verrou-là va sauter. Par contre, admettre une médiation dans des cas où l'État dispose d'un pouvoir unilatéral, je parle de la taxation, la discipline, octroi de permis, là, c'est peut-être plus délicat. Mais donc, il y a tout un mouvement pour l'instant, et donc je ne sais pas très bien vers quoi on ira dans l'avenir immédiat, mais donc il y a un mouvement pour essayer de simplifier les choses. Alors, comme il y avait un interdit, rien de tel que de braver l'interdit. Alors, que fait-on? On fait la médiation sauvage. Et ça, c'est une médiation qui a un succès fou en Belgique. C'est la médiation qui passe à côté de l'interdit. Pourquoi? Un règlement, un arrêté royal. Imaginons que quelqu'un n'est pas content de cet arrêté royal. Il le fait savoir au ministre compétent. Rien n'empêche le ministre de désigner, en dehors de tout texte formel, un médiateur qui réfléchit à la possibilité éventuellement de retirer un arrêté général. S'il s'agit d'un arrêté portant sur des individus ayant des intérêts personnels, on ne peut pas retirer, je crois que c'est comme ça en France également, un acte administratif, si ce n'est dans certains délais, et sans poser préjudice à des tiers. Donc c'est dans cette matière-là, cela se fait régulièrement. Et donc maintenant, pour l'instant, il y a des médiations qui se font, mais dont la quantité est très difficile à évaluer. Donc il y a un système très peu cartésien, mais où on se débrouille pour malgré tout arriver à des formes de médiation. Et j'en arrive maintenant à mon tentative de typologie. Je vais un peu au pas de charge, mais j'avais la tête qui me tournait là tout à l'heure en entendant tous les types de médiation, toutes les commissions qu'il y avait. Alors, songez, vous, tous, tant que vous êtes encore ici, à n'importe quel type de commission, vous l'avez en Belgique aussi, et souvent en double ou en triple, parce que nous avons un État fédéral, donc on a tout. On a tout, mais avec des résultats étonnamment différents. La commission d'indemnisation pour les accidents médicaux. J'ai eu des frissons rien qu'à l'idée que j'étais ici en France, que je pourrais avoir un accident médical, entendant le nombre de centaines, de milliers de recours qu'il y a. Je me suis demandé, au fond,
que font les facultés de médecine en France. En Belgique, en 2016, on a également une commission, hein, et elle a quand même eu du travail. Il y a eu pour toute la Belgique 20 cas de 0. Alors, c'est à la gloire du corps médical belge, je veux bien, mais c'est étonnant. Il y a des raisons un peu moins glorieuses parce que les conditions sont un peu plus restrictives. Mais n'empêche, c'est frappant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que quand vous créez une commission, vous créez un appel d'air. Et vous créez un appel d'air pour faire venir des choses, et parfois des choses qui n'en valent pas la peine. Mais donc, c'est difficile, mais pour le reste, dans ma typologie, je voudrais quand même brièvement, on a un phénomène qui est fortement ancré en Belgique et imprégné, je pense, de peu d'exemples scandinaves sur les ombudsman. Alors, l'ombudsman, c'est un phénomène extrêmement intéressant dans toutes les matières. Pratiquement, vous avez quelqu'un, et ça fait quand même réfléchir, qui appartient souvent à une entité, que ce soit une entreprise ou une entreprise publique ou une autorité publique, et qui gère un litige, au fond une plainte, et dont, à l'époque, sous la forme scandinave, devait surtout corriger des règles générales de législation. C'est ça l'idée de l'ombudsman d'origine. Mais progressivement, le cœur saignant, ces ombudsman qui voyaient des cas pathétiques, ont développé la pratique pour alors avoir une partie également de trouver des solutions pratiques du litige. Le délégué aux droits de l'enfant doit en principe veiller à ce qu'on ne fasse pas trop de bêtises sur le plan législatif, mais quand il y a un cas, j'ai encore vécu moi-même avec un pupier étranger, réfugié étranger il y a quelques jours, à ce moment-là, il s'engage dans le cas individuel. Donc vous n'avez pas tout à fait la même formule. L'ombudsman, ce n'est pas l'ombudsman pur de l'époque, mais qui va plus loin. Et vous avez, en matière d'environnement, vous avez la même chose. Vous avez également, alors je voudrais dire un mot sur le médiateur d'entreprise. On a en Belgique un médiateur d'entreprise, mais qui fait tout autre chose qu'en France. C'est le même mot, c'est le même concept, mais il travaille uniquement en matière d'insolvabilité, pour les réorganisations judiciaires, pour les faillites et pour toute forme d'entreprise en difficulté, pour servir d'intermédiaire entre, souvent, le donneur de crédit, quand il y a une restructuration, ou avec l'étranger, lorsqu'il y a des accords amiables avec l'étranger. C'est important. On sait très bien qu'en matière de grosse insolvabilité internationale, il faut trouver des modes autres que ceux qui étaient ceux de notre droit habituel. Pour vous dire, là c'est simple pour vous faire saliver, dans l'affaire Nortel, faillite célèbre qui s'est déroulée dans le monde entier et dans laquelle une médiation a été tenue qui s'est terminée il y a un mois. Les honoraires des médiateurs ont été de 4,5 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'ils jouent des rôles très importants sur le plan international, mais alors ce sont évidemment des types un peu particuliers. Il y a en matière fiscale également, et là c'est de matière régalienne, là également on voit des phénomènes de médiation qui permettent d'aller, et c'est là le problème, d'aller un peu au-delà de la légalité, d'avoir une certaine souplesse tant dans la perception de l'impôt que dans l'établissement de l'assiette de l'impôt. Le Conseil d'État de Belgique a également une forme de reconnaître la médiation, et j'arrêterai la typologie parce qu'il y a vraiment trop à raconter, ce sera confus autrement, permet dans les produits du Conseil d'État, si le requérant demande une médiation, les délais de recours sont suspendus. Donc on facilite d'une certaine façon le recours à la médiation sans vraiment l'organiser, mais au moins on n'a pas le risque que le délai court pendant qu'on fait une médiation. Mais c'est encore assez modeste, mais donc c'est déjà quand même un premier pas vers une augmentation des procédures de médiation devant le Conseil d'État. J'en arrive maintenant à un point qui me tient à cœur, c'est à la fois les obstacles, et c'est mon dernier point, à la médiation ou les perspectives d'avenir. Le problème
pour la médiation, c'est bien sûr en matière de droit administratif et public, je ne parle pas public international, mais public national, c'est le fait que la relation entre le citoyen et l'administration est une relation asymétrique. Mais il y a des obstacles aussi concrets que j'ai retrouvés aujourd'hui au cours de la journée, qui sont des obstacles parfois pernicieux. Très souvent, pour une médiation, vous trouvez envers vous une personne qui n'est pas celle qui peut engager l'autorité. Vous l'avez en matière privée également. Quand vous négociez avec une multinationale, vous l'avez avec une entreprise, vous trouvez, je ne sais pas, avec Forte à Paris, mais entre-temps, ils doivent téléphoner à Détroit pour savoir ce qu'ils peuvent faire. En matière publique, c'est tout le temps. Vous ne trouvez jamais quelqu'un qui a une vraie délégation complète pour pouvoir agir, qui vous demandera toujours d'avoir l'accord de quelqu'un d'autre. La pratique à trouver une solution à cela, c'est vraiment la clause standard. Quand il y a une médiation qui se déroule avec l'administration, on signe un accord sous réserve. Il est en fait qu'à ce moment-là, même ces accords sous réserve seront reconnus. Parce que si l'administration, sans raison, ne reconnaît pas la signature de son délégué, de son employé, de son fonctionnaire, l'État pourra se faire coincer en dommages et intérêts pour avoir trompé la confiance légitime du citoyen. Et donc, vous avez quand même une sanction indirecte à l'égard du fait de ne pas avoir reconnu, au fond, la signature de quelqu'un qui, formellement, n'avait peut-être pas l'autorité, mais qui, en fait, a fait un bon accord ou un accord normal et acceptable. Aussi, un obstacle, on en a parlé pour la transaction, mais c'est le problème de la légalité de la décision. Dans une médiation ordinaire, j'allais dire, entre entreprises, on avait tous l'habitude d'une grande flexibilité. Et c'est vrai qu'on voit des médiations qui ne sont pas tout à fait conformes peut-être au strict texte légal. Respecter la loi? Oui, mais la loi est heureusement relativement floue, relativement large. Il faut pouvoir interpréter de façon très flexible et donc pouvoir déroger à la jurisprudence du Conseil d'État, à la jurisprudence de la Cour de cassation, par d'autres lectures éventuellement. Il faut être flexible. C'est beaucoup plus difficile quand vous avez en face de vous l'administration, et certainement dans des cas où il y a une compétence liée. Et ce qui a perverti encore plus, c'est que l'administration a des craintes existentielles quand il doit faire un accord qui ne respecte pas les normes d'égalité strictes. L'égalité est quelque chose, c'est une norme qui maintenant est occupée à empoisonner la vie du législateur, qui doit absolument respecter la l'égalité entre citoyens. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous inégaux. Nous avons tous un nombre inégal de cheveux sur notre tête. Nous sommes tous différents. Et on ne tient pas compte, évidemment, compte de la différence. Et je pense qu'il y a une tentation d'être trop strict, trop rigoureux dans ce genre de médiation. Qu'on préserve l'intérêt général, oui, bien sûr. Ça, c'est important. Peut-être plus même que faire cette fiction que l'égalité est une notion d'ordre public strict qui nous lie et qui empêche de trouver de bons accords. Ce qui est aussi gênant dans les médiations avec les pouvoirs publics, c'est la transparence. Vous savez combien il est important d'être visible et transparent à l'égard des citoyens. On l'a vu pour les rulings, pour les fameux rulings avec les accords, avec les Caïmans, etc. On voulait savoir quels étaient les accords pris sur le plan fiscal. On voulait savoir exactement tout. Alors on dit, bon, il y a un protocole de confidentialité. La norme de confidentialité cruciale pour une bonne médiation, je reconnais volontiers, mais se heurte à un autre principe, c'est la transparence des actes administratifs. Et donc il y a deux valeurs à respecter. Et ces deux valeurs, cet équilibre sera tout le temps en recherche pour savoir ce qui est vraiment important. Mais on ne peut pas garantir de façon absolue, si le pouvoir public est une des deux parties, une confidentialité
qui est aussi bétonné qu'entre parties privées. Enfin, l'impartialité du médiateur, je vais également mettre une petite note là-dessus, et pas du tout négative. On a vu beaucoup de médiateurs dont on parlait, qui ne sont pas vraiment des médiateurs, parce qu'ils ils ne sont pas médiateurs au sens purement technique, mais ce sont des conciliateurs ou des intermédiaires, je sais quoi, mais qui ne sont pas totalement neutres, au sens qu'ils soient, par leur fonction même, garantis comme neutres. Les ombudsman, par exemple, sont des gens qui sont très souvent fonctionnellement tout à fait neutres, tout à fait impartiaux, mais qui appartiennent à l'administration. Pour les ayatollahs de l'impartialité, ce ne serait pas permis. Il devrait avoir un statut quelque part mis officiellement que ce sont des gens qui sont neutres et qu'ils ne peuvent pas être démis de leur fonction, si ce n'est sauf par un vote à un référendum massif de la France. Ce n'est pas vrai. L'impartialité peut être fonctionnelle et suffisante pour donner la confiance aux citoyens. Donc voilà, c'est un peu les points qui bloquent parfois le développement de la médiation en droit public et en massif belge. Mais je pense que la direction vers laquelle nous allons, qui est une direction, je pense, générale dans beaucoup de pays, est un peu la suivante. C'est trouver un système général et relativement cohérent où la confidentialité prend une nature, une définition peut-être plus précise et plus fonctionnelle. Il faudrait également mettre l'exigence que le médiateur devrait être agréé ou tout moins reconnu dans certains cas avant de pouvoir s'engager dans les médiations publiques. On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, que tout le monde ne peut pas être médiateur de n'importe quoi. Il faudrait également, mais là je vise, c'est une pierre dans le jardin belge, que les règles fondamentales devraient être communes à tous les éléments de la Belgique, à toutes les régions et au fédéral. Ce qui n'est pas une mince entreprise parce que les régions en Belgique ont tendance à vouloir assurer leur autonomie au-delà du raisonnable. La représentation de l'autorité. Il faudrait également qu'on soit convaincu qu'on ait des normes pour dire qu'il ne faut pas forcément être l'autorité qui peut engager l'État lorsqu'elle est dans une médiation. Quand on fait une médiation privée, c'est la première chose qu'on demande. Est-ce que vous avez l'autorité? Je pense qu'il faut être plus nuancé dans les médiations publiques. Je pense également qu'il faudrait que dans ce type de médiation, on devrait arriver à une notion de flexibilité plus grande et suivre l'exemple, ça se fait d'ailleurs en Angleterre, dans d'autres pays, aux États-Unis bien sûr, je suis l'exemple d'autres pays où, dans une médiation, on donne une interprétation, peut-être parfois osée, mais qui est conforme à l'intérêt général et à ce que désirent les parties, mais qui sera peut-être totalement en violation de la chambre civile ou le cas commercial de la Cour de cassation. Donc il faut une flexibilité, une approche différente, je pense, du médiateur. Et c'est ce qui se fait en pratique. Il n'y a personne. On dit voilà, le droit est important, on se heurte toujours au droit, et le droit est très important, mais on trouve des façons peut-être moins rigides de l'appliquer dans le cadre de médiation. Un tel système permettrait, je pense, de fortement développer la médiation publique. En Belgique, certainement, nous avons un grand chemin à faire, et aujourd'hui, grâce à vous, j'ai appris énormément de choses, j'ai noté très soigneusement tout ce que j'ai entendu aujourd'hui pour pouvoir le faire appliquer dans mon beau pays. Je vous remercie. Eh bien, après vous avoir entendu, Monsieur le Premier Président, on peut dire qu'il est long le chemin de la médiation pour arriver à un système parfait, même si vous avez proposé un certain nombre d'améliorations possibles, et où vous avez montré que, sans revenir aux vieilles distinctions entre actes de gestion et actes d'autorité, il y a une administration régalienne qui prend des décisions de contentieux objectifs qui ne sont pas très ouvertes à ce genre de procédure, et c'est quelque chose que l'on pourra peut-être examiner au prochain colloque, ici, sur la médiation, parce que ça se met en place, mais on va rencontrer certainement
Monsieur le conseiller d'État, un certain nombre d'obstacles dans l'utilisation de la boîte à outils. Je n'en dis pas plus parce que je crois qu'il appartient aux organisateurs du colloque de clôturer les travaux. Je remercie absolument tous les participants. Je crois que la journée a été très riche d'expériences diverses qui montrent l'efflorescence, l'arborescence aujourd'hui de la médiation qui va encore s'enrichir de l'arbre administratif. Je terminerai par une histoire, tout le monde a fait l'histoire très rapide. Vous connaissez l'histoire du chirurgien militaire qui voit un officier qui l'a opéré et lui dit voilà, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise, comme vous l'avez dit. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu vos bottes à un bon prix. La mauvaise nouvelle, c'est que je vous ai coupé les jambes. Eh bien, c'était un peu ça la médiation. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que la médiation est utile, et la mauvaise nouvelle était qu'on coupait les jambes ou les jarrets, comme aurait dit le président de la République en 1918, on coupait les jarrets à l'administration et au juge administratif en lui interdisant l'utilisation de ces procédures. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que le juge administratif et l'administration vont pouvoir être à peu près droits dans leurs bottes en face de la conciliation et de la médiation. Et là, je crois que c'est un sentiment général au profit d'une amélioration des relations entre les différents partenaires au sein de la société. Bien, un grand merci, monsieur le professeur, pour avoir conduit ces redoutables tables rondes successives dans un laps de temps un peu fou. Fou, c'était un peu le pari que Joanne Saison et moi-même avions, et en imaginant que nous pourrions dessiner les perspectives de la médiation en droit public en une seule journée, mais nous n'y comptions pas. Nous avions surtout comme ambition de mettre sur la table les problématiques, de comparer ce qui existe, ce qui pourrait exister, ce qui a existé dans l'ordre interne, l'ordre français, mais j'y tiens beaucoup dans l'ordre européen. Le professeur Meunier l'a rappelé et nous sommes parfaitement sur la même ligne. Dans l'ordre belge, parce que nous sommes transfrontaliers par nature et parce que ce qui se passe en Belgique nous intéresse et réciproquement. Et peut-être aussi contribuer à faire naître une boîte à outils à partir de ce que nous avons entendu. Nous avons vu que finalement la médiation était d'abord une affaire de vocabulaire à résoudre. Qu'est-ce qu'on entend par médiation? C'est pas tellement une affaire de texte normatif, ou plus tellement. C'est beaucoup plus une question de culture, une question de comportement des acteurs. Le juge ne doit pas s'opposer au médiateur, il doit prendre des habitudes dans un univers qui est celui du droit public, et ça a été rappelé à l'instant, les enjeux sont différents des rapports privés, il y a toute une série de concepts qui sont particuliers, il y a aussi des habitudes, il y a aussi l'aspect jupitérien qui a été largement évoqué, je n'y reviens pas. Je pense qu'on a aussi vu qu'il y avait des techniques, des profils de médiateurs. Pour ma part, j'ai beaucoup appris, mais j'avais déjà commencé à apprendre avant. On ne connaissait pas véritablement ce que recouvrait le concept de médiateur. Maintenant, on a une approche plus concrète. On voit qu'il en existe aussi à l'intérieur des administrations ou des services publics, que c'est quelque chose qui est pris en charge, là où les choses font le plus mal parfois dans la société. Donc je crois qu'on a peut-être réussi à montrer qu'il ne fallait surtout pas opposer l'acte de justice et les processus, puisqu'on ne parlera pas de procédure, les processus de médiation. Le regret qu'on peut avoir, Madame Saison et moi-même, c'est de ne pas avoir donné suffisamment la parole à la salle, faute peut-être d'un ordre du jour très dense, mais je pense qu'on aura peut-être d'autres occasions de suivre le processus. En tous les cas, pour l'immédiat ou le court terme, on demandera à tous ceux qui ont, il y en a plus beaucoup dans la salle, ceux qui ont contribué au débat de nous envoyer leurs textes, puisque nous escomptons pouvoir faire une publication numérique de la journée, enrichie par la captation vidéo qui a été réalisée.